Ça se passe. Bah, je sais pas trop non plus, j'ai jamais été interviewée, donc tu peux me poser les questions et je te répondrai, je sais pas. Donc, je viens de sortir 2 épisodes de mon podcast et ces 2 derniers parlent de la culture, de la société, de comment est-ce que les pays se construisent. Et merci Marie d'être là avec moi. Toi tu es une Française mais d'origine vietnamienne. C'est ça. Du coup tu as certaines attaches à ce pays-là et j'aimerais qu'on en discute tout simplement, avoir ton point de vue. Donc parle-moi de tes origines s'il te plaît, de tes influences et de comment tu as grandi. Ok. Moi, je suis née en France, je suis née à Paris. C'est ma mère qui est vietnamienne. Elle est arrivée ici quand elle avait 5 ans. Parce qu'elle fuyait, elle faisait partie des premiers boat people qui fuyaient la guerre après la chute de Saigon. Donc elle était du Vietnam du Sud. Je redonnerai peut-être un peu de contexte après sur la guerre. Mais comment j'ai grandi, du coup, c'est avec toujours une famille multiculturelle. Ma famille vietnamienne a toujours été très présente dans ma vie. Donc dans les premières années de ma vie, la multiculturalité, ça m'a paru quelque chose de normal. C'était juste mon environnement normal. Et en fait, j'ai découvert que ça signifiait être différent à partir du moment où je suis arrivée à l'école primaire et qu'on m'a confrontée à mon altérité en fait. Okay. Et c'était juste même pas de la haine frontale, on m'a pas dit ça, directement sale schneck, ce genre de choses, sale schneck. C'est vraiment juste le fait de me signifier que j'étais pas blanche, j'étais pas comme les autres, et qu'on le souligne, ça m'a fait découvrir ça et ça m'a... Je me rappelle, à cette époque-là, ma grand-mère m'a toujours appelée par mon deuxième prénom vietnamien, qui est Trung Trung. Et c'est à peu près à cette époque-là où ça a commencé à me déranger qu'elle m'appelle comme ça, parce que ça signifiait que j'étais différente finalement, que mon identité, elle me rappelait un peu que mon identité, c'était pas... Okay. Donc tu t'es rendu compte que tu n'étais pas comme les autres, et ça te dérangeait. Ça me dérangeait parce qu'on me le rappelait. Et puis de toute façon, parce qu'un enfant, autant qu'un adulte, ça veut désespérément appartenir à un groupe et qu'on te rappelle le fait que tu as quelque chose de différent du groupe, ça perturbe le fait... Je me rappelle plus exactement comment je me disais ça, mais je me rappelle m'être sentie différente à partir de ce moment-là. Comment est-ce que tu as fait pour surmonter la chose ? C'est-à-dire, moi je discute avec toi, je te connais à peu près et je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui te pose problème, c'est quelque chose que tu assumes totalement et ça fait partie intégrante de ta personnalité et de tout simplement de ta personnalité. Comment est-ce que tu as fait ? Comment j'ai fait ? Ça a été un travail d'acceptation parce que pendant longtemps, toute la primaire et tout mon collège, finalement c'est quelque chose à laquelle je me suis pas trop intéressée. Ça faisait toujours partie de ma vie et je le rejetais pas complètement. Enfin, d'une certaine manière, je l'avais rejeté en demandant à ma grand-mère de m'appeler par mon prénom français. Tout à fait, donc il y a une forme de rejet et une forme de je m'y intéresse pas, donc c'est pas grave. Et c'est venu plus tard, en fait, quand je suis allée pour la première fois au Vietnam à la fin du collège. Fin du collège, quel âge ça fait ? Ça fait 14 ans. Ouais, 14 ans. J'avais 14 ans, je crois. Et à ce moment-là, personne n'avait cessé de me renvoyer mon altérité, forcément. Oui. Et en fait, à ce moment-là, d'y aller et de me rendre compte que c'était très différent forcément de ce que j'avais imaginé. Enfin, j'ai peut-être baigné dans la multiculturalité. Mais j'imagine que tu avais des clichés aussi par rapport à ton propre Vietnam. C'est ça. Des clichés, des choses que j'ai découvertes, des choses où je me suis dit, mais en fait... oui, je suis entre deux mondes et c'est comme ça. Et en fait, il faut que je me renseigne aussi sur cette partie-là de moi parce que sinon, c'est quelque chose que je vais... qui va me manquer toute ma vie. Mais tu t'es dit qu'il fallait que tu t'appropries cette partie de toi. Donc, tu vas au Vietnam. Ouais. Déjà, comment est-ce que tu as vécu la chose, cette première expérience là-bas ? C'était... j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui y vit. Donc j'avais une expérience pas forcément juste de touriste qui est bombardé là-bas, sans mauvais jeu de mots, oh là, qui est rejeté, enfin qui est envoyé là-bas dans un quart de touriste et qu'il y a juste un guide qui est pas toi. Là c'était ma grand-mère, il y avait ma famille, c'était comme des vacances en famille, mais dans un univers dont je maîtrisais aucun code, alors que les gens, comment dire. Et c'était marrant aussi, en fait,
Ce qui m'avait fait tilter la première fois là-bas, c'est que pour les gens là-bas aussi, j'étais une étrangère. C'est aussi, il y a beaucoup, enfin, on pourra en reparler, mais il y a beaucoup aussi au Vietnam cette pas cette haine, mais il y a un mot qui désigne les Vietnamiens qui sont partis du Vietnam pendant la guerre et qui reviennent comme ça, c'est les Viet Kieu. Et c'est un mot qui est un peu péjoratif. Et en fait, ça se ressent un peu dans le sens où autant ma mère, ça allait. Parce qu'elle a grandi en France, finalement elle n'est pas juste partie, mais on m'a expliqué très rapidement aussi que si ma grand-mère était revenue au bras d'un Français, vraiment elle aurait pas du tout, déjà elle est considérée comme une étrangère un peu, alors qu'elle parle la langue, qu'elle a vécu la plupart de sa vie là-bas. Est-ce que le problème c'est les étrangers ou les Français à cause de l'histoire coloniale ? C'est un peu des deux, parce que généralement aussi les premiers qui sont partis pendant la guerre, c'est les Vietnamiens du Sud, c'était ceux qui avaient les moyens. Donc il y a une forme, il y a une forme de rejet par rapport à ça, par rapport à une souffrance qu'ils ont vécue sur place, qu'ils estiment peut-être que ces gens qui sont partis n'ont pas vécu. Alors que c'est juste une souffrance qui a pris des formes différentes. Différentes, tout à fait, tout simplement. Donc en fait, tu vas au Vietnam, c'est une expérience assez immersive si on peut dire, parce que tu es avec ta grand-mère. C'est différent d'un touriste comme moi qui irait là-bas. Et tu te rends compte que même là-bas, tu es perçu comme une étrangère. Parce qu'en fait, les gens ont les séquelles d'un passé colonial et de tout ce qui s'est passé. Tout même ce qui physiquement. Même physiquement. Même physiquement. Est-ce que tu peux justement me parler de ce que tu as découvert, peut-être sur place, peut-être après, à travers tes recherches personnelles, de cette histoire du Vietnam-là ? Sur place, ce qui m'a le plus choqué, et dont on m'avait jamais trop parlé en détail, parce qu'on ne veut pas trop baptiser les enfants, c'est les bombardements aux pesticides, aux herbicides, dont l'agent orange. Dont l'agent orange, et en fait les gens portent les séquelles physiques encore de ces bombardements qui ont été faits en fait sur les forêts, les jungles en fait, parce que les Viet Cong, donc les Vietnamiens du Nord, qui étaient dans la guérilla contre les Américains et les Vietnamiens du Sud, ils se cachaient dans la forêt, ils se cachaient dans les bosquets. Et du coup, ils faisaient des attaques surprises que les Américains avaient du mal à appréhender, à anticiper, puisqu'ils connaissaient le terrain. Et en fait, c'était une manière de détruire ces cachettes-là, de détruire le terrain, de détruire empêcher les embuscades. Voilà, c'est ça. Et sauf que c'est des choses qui s'infiltrent dans les sols, qui s'infiltrent dans la nourriture, qui s'infiltrent dans l'eau. Et aujourd'hui, il y a encore des taux d'enfants qui naissent avec des malformations, de gens qui ont des cancers à cause de ça. Et ça se voit encore là-bas. Dans les gens, tout simplement, tu as beaucoup de gens handicapés à cause de ça, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, à travers tous ces événements, d'abord la colonisation, les guerres et tout ça, le Vietnam est profondément marqué par la présence occidentale. Et j'aimerais savoir comment est-ce que les gens... Déjà, tu me dis, on a une perception assez particulière de ceux qui sont partis et qui reviennent, comme si c'était un peu des étrangers, ou bien des gens qui ont fui, qui ont peut-être totalement adopté la culture des autres, si on peut dire. Comment est-ce que le Vietnam a fait pour traverser ça ? Je vais reprendre les mots d'un historien franco-vietnamien qui s'appelle Pierre Brocheux, qui a écrit un livre sur le Vietnam, sur justement l'histoire de la colonisation, et qui s'appelle Vietnam, nation résiliente. Oui. Et en fait, le Vietnam, c'est une nation résiliente, c'est une nation de gens profondément résilients. C'est une nation... J'ai lu récemment aussi une BD de la fille de Renaud qui partait au Vietnam et qui faisait l'observation que elle était tombée super malade. Elle pensait qu'elle allait mourir et les Vietnamiens lui disaient je comprends pas pourquoi tu... C'est des gens qui sont... c'est des gens, c'est ça, qui sont très forts, qui sont très résilients. Et en fait, c'est dans l'histoire aussi, c'est dans l'histoire du pays. Le pays s'est forgé dans l'adversité aussi. Parce que avant d'être une colonie française, le Vietnam, c'était un protectorat chinois. Et en fait, la nation vietnamienne, elle s'est constituée à travers le fait que c'était une province chinoise particulière. Donc c'était des peuples. Je connais pas exactement l'histoire de toutes les minorités au Vietnam, il y en a quand même beaucoup. Il y a 56 ou 57 peuples au Vietnam, un truc comme ça. Mais le peuple qui est le peuple majoritaire en termes de population, c'est les Viets, dont je fais partie.
Et eux, donc, ils sont... la dynastie, en fait, elle s'est forgée comme ça en étant une province chinoise pendant 800 ans et pour progressivement se libérer de l'emprise chinoise, mais en gardant des liens forts aussi. Et donc c'est une culture qui... qui est capable aussi de... je pense que ça doit être un peu toutes les cultures comme ça, mais d'absorber certaines des caractéristiques du colon pour les faire siens et les construire dans sa culture. Mais les approprie pas, c'est-à-dire qu'ils vont pas absorber totalement la culture, ils vont absorber les points, pas qu'ils les arrangent, mais ils vont absorber certains points et les faire et les intégrer à la culture vietnamienne. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a une telle porosité entre la culture chinoise et la culture vietnamienne. Avant que par exemple, dans la langue, avant que les colons français, donc à travers les jésuites, ne fassent évoluer la langue, ne changent l'alphabet avec des caractères latins, les caractères, c'était des caractères qui ressemblaient de très proches aux caractères chinois. Je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu superficiel. Mais parlons des vêtements. Ouais. Je vois des vidéos du Vietnam dans les années 60, 70 et tout ça. La façon de s'habiller des Vietnamiens, c'est celle des Français. Tu vois, même dans les rues, c'est construit à peu près pareil, les vélos, ce genre de choses, façon de s'habiller. Est-ce que justement, en s'affranchissant de cette influence française, le Vietnam s'est réapproprié d'une certaine façon ses propres codes vestimentaires? C'est-à-dire, est-ce qu'il les a réadaptés? C'est que ce soit les codes vestimentaires, les codes sociaux, parce que dans mon podcast, je parle de la notion de luxe. Je dis, il y a des peuples, par exemple, je parle du Cameroun, et je dis, on est obnubilé par les standards de luxe des autres. C'est-à-dire, chez nous, être riche, c'est avoir un Range Rover, ce genre de choses. Pourtant, ça dépend des régions. Dans le nord du pays, être riche, ça veut dire avoir un ranch, 33 chevaux, ce genre de choses. En fait, la projection et les rêves dépendent de la perception que tu as de toi-même et de ton rapport à ta culture, à tes origines. Et ça varie d'un endroit à l'autre. Et je me demande si les standards et les perspectives des Vietnamiens se sont reconstruites et recréées d'une certaine façon, en intégrant un peu les influences extérieures. Alors, je vais baser ma réponse sur mes observations à moi, mais après il faut prendre en compte que moi je connais personne de jeune, proche de moi qui habite là-bas et qui a grandi là-bas, donc j'ai aussi un avis biaisé sur la question, mais déjà c'est très étonnant de voir qu'aujourd'hui, tu parlais des vêtements. Oui, des vêtements. Aujourd'hui, encore beaucoup de gens s'habillent en vêtements traditionnels. Les paysans, s'habillent en vêtements traditionnels, en tunique, la tunique ou le vêtement traditionnel qui s'appelle le ao dai. C'est une tunique longue avec un pantalon assez large. Et les jeunes femmes portent tout ça parce que les uniformes dans les lycées, c'est ça. Donc tu as cet élément-là que le Parti communiste aussi a voulu remettre sur le devant de la scène pour réclamer une vietnamité, une forme de vietnamité après la guerre. Mais il y a aussi aujourd'hui, malgré le fait que ce soit toujours un pays communiste, bien sûr le pays s'est ouvert à la mondialisation, les aspirations extérieures qui sont érigées en tant qu'aspiration ultime, c'est le rêve américain. Exactement. Mais il y a aussi l'influence chinoise et il y a l'influence aussi coréenne à côté. Donc il y a des jeunes. Alors de ce que j'ai vu, de certains jeunes que j'ai vus, t'as des jeunes qui adoptent un peu le style des Coréens, ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc de prendre l'influence forcément des autres pays. En fait ça aussi, c'est comme tu l'as dit, c'est normal, c'est la mondialisation et tout. Mais merci pour ce que tu as dit. En fait, le gouvernement a fait l'effort de remettre sur le devant de la scène certains codes vestimentaires. J'imagine que c'est pas seulement dans les vêtements, c'est dans l'éducation, dans le système éducatif, dans les valeurs qu'on enseigne aux enfants, tu vois, ce genre de choses. Ouais, sûrement. Je ne saurais pas exactement dire parce que le système éducatif, tout ce que j'en connais, c'est des bribes que m'ont rapporté ma grand-mère et mes tantes qui elles-mêmes sont plus dans le système éducatif. Donc
Donc voilà, mais j'ai vu passer un article dernièrement qui disait que c'était un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Je ne saurais pas dire pourquoi. Je sais par contre qu'ils vont faire de la gym à 6h30 du matin, les bouts de chou de 7 ans. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Moi j'aurais aimé que tu me parles un peu. Je ne sais pas si tu as des informations par rapport à ça, mais du processus de décolonisation et comment est-ce que l'État s'est structuré après ça. Alors ça a été un processus de décolonisation. On ne peut pas vraiment parler de... Là c'est une rupture plus qu'un processus. Une rupture véritable. Parce que comment le Vietnam s'est décolonisé, les colons étaient là. Et à partir de 1945, un homme qui s'appelait Ho Chi Minh, qui a fait ses études en France, qui a évolué aussi avec le Parti communiste, conjointement au Parti communiste français. Il est retourné au Vietnam en 1945 et il a déclaré l'indépendance du Vietnam, l'indépendance même de l'Indochine, mais voilà. Et donc du coup, ça a provoqué la guerre d'Indochine, donc la première guerre d'Indochine, où les Français ont envoyé des hommes contre le Vietnam du Nord et contre les Indochinois. Et donc en fait cette guerre-là, après, qui a duré un truc comme 10 ans, peut-être 15 ans, 10 ans, en 55 c'était fini, et en 55 les Français sont partis, et donc je me souviens plus exactement toutes les dates, comment ça s'est passé. À ce moment-là, il y avait déjà des soldats américains sur place qui avaient été envoyés pour aider les troupes françaises. Et progressivement, en fait, le Nord s'est libéré dans le sens où ils ont chassé progressivement les Français, mais le sud du Vietnam était toujours allié aux Français. Donc c'était la République du Sud-Vietnam. Et en fait, du coup, à partir de ce moment-là, à partir de 55, en fait, il y a eu Alors je sais plus si le Vietnam s'est scindé en deux à partir du moment de l'indépendance ou à partir de la fin de la guerre d'Indochine. Mais en tout cas, le Vietnam s'est scindé en deux, avec le nord dirigé par les communistes et le sud dirigé par des chrétiens capitalistes. Oui. Et appuyé par les Américains. Et donc du coup, la guerre froide ayant été ce qu'elle a été... On dirait que tu parles de la Corée. Ouais. C'est un peu comme ça finalement, c'est un peu la même chose, un peu simultanément. C'est le même processus partout quoi, des peuples des libérations et le macartisme et la chasse aux sorcières du communisme, la théorie des dominos. Et donc la théorie des dominos qui dit attention, s'il y a un pays qui est communiste, attention, toute la zone va le devenir. Et donc du coup, ni une ni deux, en 65, les États-Unis ont déclaré la guerre au Vietnam. Ils ont envoyé des troupes massivement pour libérer le nord du Vietnam, je fais des guillemets avec mes doigts. Et donc ils se sont alliés avec un homme dans le sud du Vietnam, le président Ngo Dinh Diem, prononciation insupportable. Ça aussi, on m'a pas appris la langue. C'est quelque chose que je regrette un peu de ne pas l'avoir apprise de mon côté. Enfin, de ne pas avoir réussi en tout cas. J'aimerais qu'on en parle, mais continuons d'abord. Bref. Et donc du coup, le sud du Vietnam s'est allié avec les Américains pour faire la guerre au nord. Et en fait, le Nord, ayant la connaissance du terrain et ayant aussi le soutien du peuple, des gens qui étaient pauvres, les gens du Sud, c'est des gens qui étaient riches, c'était des marchands. Historiquement, le Nord, c'est des paysans et des intellectuels. Ouais. C'est là où étaient aussi les gens qui écrivaient des poèmes, qui écrivaient de la littérature, les mandarins en fait. On les appelle comme ça aussi chez nous. Parce qu'ils passent un concours pour être politique. Les mandarins, c'est un peu les politiques, les intellectuels. D'accord. Et dans le sud, donc, c'est les marchands. C'est encore un peu un clivage qui dit que les gens du sud, ils sont riches, mais ils sont pas très intelligents, tu vois. Et donc, du coup, cette opposition a duré pendant quelques années. Et au bout de quelques années de conflit, alors je ne me rappelle plus
exactement, je crois que c'est en 69, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais les Américains étaient tellement dépassés, et en fait, c'est 68-69, il y a eu mai 68, et donc tout un mouvement de la jeunesse qui était complètement contre cette guerre, et qui commençait à voir les images de la guerre elle-même qui ont commencé à faire le tour du monde. C'était la première guerre à être diffusée. C'est ça. Avec l'image funestement connue de cette petite fille qui prend feu à cause du napalm. Et à partir de ce moment-là, les Américains se disent bon, on va peut-être pas quand même faire long feu. Là, on est en train de se battre pour un petit bout de terre à l'autre bout du monde. C'est pas nos histoires. Et progressivement, ils ont enclenché ce qu'ils appelaient la vietnamisation du conflit, où en fait, ils ont juste laissé progressivement les Vietnamiens du Sud tout seuls, à se battre tout seuls contre le Nord. Et donc, c'est devenu une guerre civile à partir de ce moment-là. Et en fait, finalement, sans le soutien américain, les troupes sud-vietnamiennes elles étaient complètement dépassées. Surtout que la base populaire était pro-communiste. Et à partir de ce moment-là, en 1975, il y a eu la chute de Saigon. Et en fait, c'est à partir de la chute de Saigon que beaucoup des boat people sont partis du Vietnam. Ma famille ayant fait partie des premiers parce que mon grand-père il faisait partie de l'armée sud-vietnamienne, donc ils ont eu la chance de pouvoir accéder à un bateau assez rapidement. Merci pour toutes ces histoires. Ouais, j'espère que j'ai pas fait trop d'inexactitudes. Non mais si, c'est vrai que déjà l'interview n'a aucun sens, ça parle de guerre, ça revient sur l'aspect un peu plus personnel. Et du coup là j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport à la langue. Ouais. Déjà, on voit que toi tu as une certaine démarche. Tu t'es intéressé à ta propre culture, tu t'es renseigné, tu as fait tes recherches, en fait, tu t'es approprié des choses que tu ne connaissais pas. Est-ce que tu penses que c'était indispensable, personnellement ? Pour moi, oui. Mais je pense que c'est pas indispensable pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui vivent très bien sans l'avoir fait. J'ai plein d'amis qui sont franco-vietnamiens, même dont les deux parents sont vietnamiens, qui bitent pas un mot de vietnamien, qui sont pas forcément intéressés à l'histoire plus que ça, autre que ce qu'on leur a raconté. Je pense qu'ils le vivent bien aussi. Pour moi, c'était une démarche qui était indispensable parce que c'est aussi mon histoire personnelle où je me suis beaucoup... En fait, j'ai beaucoup eu ce sentiment de rejet, d'altérité, ce genre de choses, ce que je disais au début. Et en fait, il fallait que ce soit justifié d'une certaine manière et que je me dise, oui, je suis différente, mais je suis pas juste différente parce que je ressemble pas à tout le monde, je suis différente parce que j'ai quelque chose de différent, c'est ma culture, ma double culture. Toute une histoire. Voilà. Et par rapport à la langue, est-ce que la langue, ça rentre un peu dans cet ensemble-là en mode... ça t'aurait permis de compléter cette partie de toi que tu ne connais pas totalement. Ouais. J'ai essayé d'apprendre. Je ne suis juste pas assez assidue. Il faudrait que je m'inscrive à l'INALCO, que je conseille d'ailleurs. Ma mère a fait ça, s'inscrire à l'INALCO pour apprendre. Mais ouais, c'est indispensable parce que le Vietnam, c'est aussi un pays avec une littérature et une poésie très riche. C'est une langue qui est très belle et je pense que pour comprendre vraiment un peuple, il faut parler sa langue. Moi, j'aimerais au moins apprendre un peu pour pouvoir parler à ma grand-mère dans sa langue maternelle. Là, aujourd'hui, elle vieillit, donc elle a de plus en plus de mal à parler autre chose que sa langue maternelle, forcément. Donc, je regrette vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, même pour lire les textes anciens, ce genre de choses, les archives. Moi, je suis un peu dans la même situation, dans ce sens où mes parents ne m'ont pas appris la langue. Ouais. Du coup... Pourquoi ? Je sais pas quoi te dire, c'est un truc qui se perd de manière assez naturelle. Je n'ai pas d'explication, je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont jamais parlé ça. Et c'est quelque chose qui me fait un peu mal. Je ne peux pas j'ai l'impression, c'est même pas une impression, c'est une réalité. À cause de la barrière de la langue, il y a des choses que je ne pourrais jamais véritablement percevoir par rapport à ma propre culture. Quand je vais rentrer dans mon village par exemple, je ne pourrais pas interagir d'une certaine façon avec les gens, les locaux, c'est-à-dire ceux qui vivent là-bas, ceux qui connaissent vraiment la culture. Du coup, il y aura toujours... C'est une barrière. Pour moi, c'est une barrière insurmontable, si on peut dire. Et c'est tellement dommage. Ouais, je comprends. Moi, ma mère, elle ne nous l'a pas appris. Je lui ai demandé pourquoi. Je pense déjà, elle avait 3 enfants, ça fait beaucoup. En plus, à un moment, elle travaillait, donc pas forcément
l'envie de faire du cours des soirs en vietnamien, c'est assez marmot. Ouais. Mais elle nous a dit aussi que c'était d'une certaine façon pour pas que mon père se sente exclu du dialogue. Là, je vois tout à fait. Et c'est quelque chose, c'est un problème générationnel. C'est-à-dire il y a toute une génération de personnes comme moi qui sont originaires du Cameroun qui ont totalement perdu la langue. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre nous-mêmes. Parce que ça, c'est la langue, c'est la culture, c'est les traditions, c'est les valeurs. C'est une aliénation qui est progressive et qui, selon moi, est totalement tragique. Ouais, mais ça dénote aussi de l'uniformisation à l'échelle globale quoi, des cultures, je pense. Oui, on en revient à la mondialisation et au capitalisme, et je pense que c'est ça aussi. Quoi. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi ces deux paradigmes que tu as décrits tout à l'heure. En fait, il y a ceux qui pourraient totalement faire sans, c'est-à-dire qui s'en foutent, qui n'ont pas forcément besoin de connaître leur histoire, d'être assez proches de leur culture. Mais moi, j'estime que la construction des hommes, majoritairement, ça passe par une sorte de maîtrise de tes propres origines, de ta propre culture. En tout cas, à l'échelle, par exemple, des pays. Prenons le cas de la France. La France ne serait pas ce qu'elle est, n'aurait pas cette fierté d'être l'état qu'elle est aujourd'hui si elle ne connaissait pas totalement son histoire, si elle n'avait pas sa propre langue, si elle n'était pas fière de sa culture, de ses traditions et de toute son histoire, tu vois. Et le fait de se détacher progressivement de ce qu'il nous a fait, pour moi, c'est se perdre. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi, dans le sens où même quand on fait par exemple, il y a certaines psychothérapies où pour comprendre les traumas d'aujourd'hui d'un individu, on lui fait refaire son arbre généalogique pour connaître ses traumas générationnels. Oui. Et en fait, le trauma générationnel aussi, c'est forcément lié à l'histoire. Enfin, moi, je vois les traumas dans ma famille, ils sont directement liés à cette guerre et au fait d'avoir fui son pays. Et je pense que, toi comme moi, on est des descendants, toi t'es même immigré de première génération d'une certaine manière. Et je pense que le déracinement, si on ne prend pas ça en compte dans son histoire personnelle et son histoire familiale, le déracinement et de l'endroit où on vit et de la culture, on manque une partie de nous-mêmes. Ouais. Je pense que ça c'est un très bon mot de fin, une très belle conclusion. Ouais. Et merci beaucoup d'avoir discuté avec moi. Jingle.